Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. Bienvenue dans le podcast de l'IDRI. La Chine est un paradoxe. C'est le pays qui est à la fois le plus grand pollueur de la planète et le plus grand champion de la transition écologique. Ses émissions de gaz à effet de serre représentent près d'un tiers du total mondial. Le charbon assure encore 60% de sa production électrique. Pourtant, la Chine semble bien avoir pris le leadership de l'action climatique. À l'automne dernier, à l'Assemblée générale des Nations unies, c'était le président Xi Jinping qui invitait le monde à garder le cap de la transition verte, malgré les reculs américains. Ce sont les ressorts de cette hyperpuissance de la transition bas carbone que l'on va essayer de décrypter dans cet épisode. Ce pari économique fait il y a plus de 20 ans, une stratégie qui s'inscrit dans le long terme, les conséquences aussi de cette domination industrielle des technologies vertes à l'intérieur même du pays et pour le reste du monde. En creux, c'est le rôle majeur que pourrait jouer la Chine en ces temps d'incertitude dont on va tracer les contours. Celle qui me rejoint pour éclairer ces enjeux, c'est Hélène Van Rossum, chercheuse à l'IDRI sur les politiques climatiques. C'est parti. Bonjour Hélène. Bonjour. Quand on se pose cette question, comment la Chine est-elle devenue leader de la transition verte? Il faut remonter plus de 20 ans en arrière. Peux-tu nous rappeler quand cet immense pays décide d'embarquer dans le train de la transition? Oui, alors c'est un virage qui date probablement du début des années 2000, peut-être même déjà les années 90, et qui est surtout motivé par une préoccupation sur la sécurité énergétique. La Chine est vraiment en train de se développer à toute vitesse et c'est vrai qu'elle produit, certaines ressources énergétiques comme le charbon, mais en fait ses besoins énergétiques sont tels, qu'elle, a beaucoup recours aux importations de charbon, de pétrole, de gaz. Et en fait, elle se dit, ça met en danger sa sécurité énergétique et alors qu'elle pourrait peut-être produire des énergies renouvelables, au sein de son territoire. La Chine aussi se dit que bon, c'est un pays immense, le changement climatique est un problème et donc il va aussi, beaucoup la toucher en termes d'impact climatique, sur un tel territoire, ça va être un problème. Et il y a aussi beaucoup de préoccupations, notamment de la société civile, sur la pollution de l'air qui est liée au charbon, dans les grandes villes comme Shanghai, Pékin. Et donc, la transition énergétique, c'est aussi une réponse à cet enjeu de pollution de l'air. Et puis, c'est aussi un pari économique. Elle va se dire qu'elle va prendre un coup d'avance, sur les autres Mmh. pays en pariant sur l'électrification comme l'économie de demain. Il s'agit pas seulement de faire de la croissance le plus rapidement possible. Maintenant, pour la Chine, c'est aussi de faire, de la croissance, de qualité dans des technologies, de demain. Ses objectifs de réduction de la pauvreté ont été plus ou moins atteints, donc voilà, elle se dit: Mmh. «Quelle est la prochaine étape?» Et donc c'est ça aussi qui est au cœur des préoccupations. Et à ce moment-là, à partir de là, c'est l'ensemble du modèle économique chinois qui change? Oui, exactement. Alors c'est une période où il y a beaucoup d'investissements, notamment des entreprises occidentales en Chine et ces investissements sont faits sous conditions. Pour la Chine, il s'agit de recevoir, des transferts de technologies, recevoir des compétences pour vraiment pouvoir construire leur industrie. Ils ont aussi beaucoup recours aux subventions d'État. Des industries entières sont subventionnées à toute va pour se développer, notamment voilà les panneaux solaires, ça c'est une des industries qu'ils ont énormément développées. C'est aussi un marché énorme la Chine et en fait le fait que ce soit un grand marché, ça fait qu'on peut faire assez facilement des économies d'échelle, c'est-à-dire que quand on met en concurrence, plein d'entreprises dans un grand marché entre elles, la compétitivité fait qu'on va faire descendre les prix des technologies et donc cet avantage d'avoir un si grand marché domestique, c'est utile pour développer, bah, notamment voilà les panneaux solaires, mais plus tard les batteries et cetera. Et en parallèle, en fait, des technologies, elle se pose aussi la question des filières et notamment les minerais critiques, qui sont indispensables aux technologies vertes, mais c'est aussi, ils sont indispensables pour la défense, le numérique, enfin, c'est vraiment quelque chose qui touche à la souveraineté des États. Et donc maintenant, la Chine produit, 60 des minerais critiques et elle en transforme 85. Donc c'est vraiment une domination, sur toute la filière. Donc elle a pensé à tous les pans finalement de cette économie-là. Résultat, aujourd'hui, les prix des technologies bas carbone ont chuté et les produits chinois inondent le marché mondial. Oui, tout à fait. On parle d'une véritable, domination, économique, technologique, industrielle de la Chine, mais, également une grande puissance d'innovation. On ça, c'est quelque chose d'un peu plus récent, mais on constate que, voilà, la Chine est vraiment capable d'innover et c'est quelque chose qui est vrai, au sein de la Chine, dans le pays. Donc, par exemple, sur les panneaux solaires, j'y reviens toujours, 55 des panneaux solaires,
sont posés en Chine en 2024, mais ils produisent 80 des panneaux solaires au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont exportés, hein, et c'est vraiment un modèle qui se tourne vers l'exportation. Un autre exemple, les voitures électriques, 76 des voitures électriques dans le monde maintenant sont chinoises, et c'est grâce à cette baisse des coûts, ces capacités industrielles qui sont énormes, qui dépassent leur marché intérieur, que du coup la Chine s'est vraiment tournée vers un Mmh. modèle basé sur, l'exportation des technologies. Est-ce que c'est dans, la logique de cette stratégie tournée vers l'export que la Chine développe, aussi les nouvelles routes de la soie? Oui, les nouvelles routes de la soie, à la base, c'est plutôt des projets d'infrastructure. C'est des projets ferroviaires, des ports, des routes et cetera, pour favoriser en général les échanges entre les pays, et donc diffuser les technologies vertes, mais pas que, hein, parce que la Chine, c'est aussi, on dit souvent: «C'est l'atelier du monde», mais la Chine produit, à peu près tout ce qu'on utilise, et donc les routes de la soie, pardon, je les ai en anglais, c'est Belt and Road Initiative. Voilà, c'est vraiment dans cette Mmh. stratégie, mais par contre, c'est quand même, un modèle qui a été critiqué parce que parfois, ces projets d'infrastructure étaient faits sur des prêts chinois dont les conditions n'étaient pas super favorables aux pays, qui les recevaient. Il y avait aussi souvent peu de consultations avec les parties prenantes sur des projets quand même, très massifs. Donc c'est pas non plus quelque chose qui a seulement un bilan positif. Mais on a vu une évolution, dans ces nouvelles routes de la soie. Le président chinois Xi Jinping, s'est engagé à cesser le développement de centrales à charbon dans, ces pays des nouvelles routes de la soie, et c'est vrai que c'était très critiqué parce que les centrales à charbon, un peu poussées par la Chine avec ces prêts qui étaient faciles pour les pays pour les avoir, ça les coinçait dans un mode de développement très carboné parce qu'elles ont une durée de vie sur 20-30 ans, et donc une fois que le pays avait une centrale à charbon, et bien, incitation à l'utiliser et à pas développer d'autres filières. Mais donc cet engagement a été pris de cesser le développement, et depuis 2-3 ans, donc depuis 2023, ils se sont redirigés vers le financement de projets, dits, small and beautiful, c'est-à-dire des projets, donc beaucoup plus petits, plutôt des énergies renouvelables, hydroélectricité, solaire et Mmh. cetera, avec plus des investisseurs privés, mais aussi en général une grosse baisse de volume, des investissements chinois. Malgré tout ça, la Chine est toujours, le premier émetteur de gaz à effet de serre, hein. Je rappelais ce paradoxe. Tu peux nous en expliquer les raisons? La Chine, continue de se développer, à un rythme, quand même rapide par rapport aux autres pays, et donc elle a une demande en énergie, qui reste très importante. Pour satisfaire cette demande en énergie, certes, elle a énormément développé les énergies renouvelables, on a des records de développement, mais les énergies renouvelables sont intermittentes, et donc le charbon, a toujours un rôle à jouer dans le mix énergétique chinois. On a vu, l'année dernière des records en termes de planification de nouvelles centrales à charbon. Ça a atteint, un nouveau pic. Certains pensent que c'est parce que les développeurs chinois anticipent les réglementations plus strictes sur les Ah, émissions de gaz à effet de serre. ah. Donc ils essaient, de mettre des centrales à charbon, de pouvoir les construire maintenant avant que ce soit interdit plus tard. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles vont, opérer à capacité, Mmh. pleine, voilà, et que si les énergies renouvelables produisent plus d'électricité, on aura besoin de moins de charbon. Cela dit, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la Chine avait promis qu'un pic serait atteint avant 2030. Donc on savait qu'ils continueraient d'émettre beaucoup d'émissions, mais certains pensent que le pic a peut-être déjà été atteint, en 2025, avec, voilà, des données qui pointent vers une légère baisse, déjà l'année dernière. Donc pour la Chine, les énergies renouvelables se sont beaucoup développées, mais maintenant il faut aussi réfléchir aux moyens de stocker, les énergies renouvelables, grâce, au développement des batteries et cetera, et également moderniser ses réseaux électriques. Ça, c'est un gros enjeu pour la Chine. La direction à long terme a été, voilà, annoncée il y a déjà quelques années, je pense vers 2021, avec la neutralité carbone de la Chine pour 2060, et donc elle Mmh. s'engage sur cette trajectoire. En parallèle, la Chine a quand même maintenu un discours assez stable et consistant dans toutes les enceintes internationales, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations unies, à Davos récemment, en montrant, voilà, qu'elle, s'engage toujours dans l'économie verte, s'engage dans le développement des énergies renouvelables, donc ça, c'est assez clair. Ce qu'on appelle une trajectoire de long terme. Les conséquences de ce développement fulgurant, tu le disais, c'est une surproduction chinoise de technologies bas carbone, les panneaux solaires, les éoliennes, les voitures électriques. Surproduction qui finalement n'arrange personne, ni l'extérieur ni la Chine. Oui, tout à fait, comme on le disait, au début du podcast, c'est un modèle qui dépend des exportations.
et ça n'arrange pas, en particulier les Européens. Les marchés européens, sont inondés, de produits chinois, voilà, que ce soit le photovoltaïque en particulier. On a une industrie solaire européenne qui a été, vraiment, presque réduite à néant par ces produits chinois. On a des filières industrielles, qui sont de plus en plus menacées, comme l'automobile, et des Mmh. difficultés pour les Européens, face à cette concurrence chinoise, de développer leur propre industrie verte. Voilà, des technologies chinoises qui sont quand même fortement subventionnées, hein, donc c'est pas évident en termes de compétition. Mais c'est un problème qui se posera pas seulement pour les Européens, mais quel que soit le pays qui veut développer, une filière, que ce soit, sur les batteries ou sur, certains composants des énergies renouvelables. Ils vont tous devoir faire, face à cette compétition chinoise, et ils vont devoir réfléchir à des moyens de protéger leur économie, notamment les pays du Sud, les grands émergents comme, le Brésil ou l'Afrique du Sud. Les mêmes réflexions, en fait, vont se poser, hein. Et c'est vrai que vu que la Chine domine tellement, l'économie verte, on se pose, la question, donc va-t-elle permettre aux autres pays de partager les bénéfices de l'économie verte? Est-ce que les filières industrielles vont se diversifier? Est-ce que des valeurs ajoutées vont pouvoir être faites dans d'autres régions du monde? Ou est-ce que ça va vraiment rester, Mmh. capturé par la Chine? Et donc c'est un enjeu pour la Chine. Il faut rationaliser, ce modèle qui est ultra concurrentiel, et il faut aussi, développer sa consommation intérieure pour que le Mmh. modèle entier ne repose pas sur l'exportation, et aussi pour éviter les barrières douanières, hein, qui est quelque chose dont on parle, de plus en plus. Alors peut-être plus étonnant, en tout cas c'est un petit peu contre-intuitif, on en parle beaucoup moins. La surproduction chinoise a aussi des effets négatifs dans le pays même. Tu peux nous expliquer ça? Oui, cette concurrence effrénée a eu des effets négatifs. Donc la Chine a créé énormément d'entreprises qui, sont compétitives par rapport aux entreprises européennes, mais entre elles, en fait, elles ne sont pas vraiment rentables. Et donc on a des entreprises qui se créent et puis qui font faillite, et ça a quand même des conséquences au Mmh. niveau social. Chaque province en Chine avait des subventions pour développer, ses propres industries, mais du coup, chaque province, en fait, a répliqué, un modèle où elles ont créé des industries, dans le solaire, dans les batteries, et cetera, sans qu'il y ait un peu une vision globale au niveau du pays, en décidant qu'une province fera du numérique et une province, fera des renouvelables. Donc Mmh. c'était, voilà, pas un modèle, forcément durable sur le long terme. Les économistes, chinois anticipent la fin de cette compétition féroce. Il y a déjà eu des annonces, des dirigeants chinois qui disaient qu'ils souhaitaient, un peu réguler cette compétition, et ça va peut-être mener aussi à un plus de chômage en Chine. Il faut aussi penser aux enjeux de la transition dans les provinces qui dépendent du charbon. Si, les centrales à charbon sont moins utilisées, va y aussi y avoir des conséquences, sur l'emploi en Chine. Mmh. Donc c'est vraiment des problématiques qui se posent. La consommation, intérieure, notamment de tous ces produits-là, elle est moindre en Chine. Elle a pas vraiment décollé en Chine. Le PIB par habitant en Chine, en effet, est en deçà du PIB des autres grandes économies industrielles, et ça, c'est vraiment un indicateur qui nous montre qu'on n'a pas une consommation intérieure qui est au niveau, des États-Unis ou de l'Europe, et ça pose problème, pour le modèle chinois, qui produit énormément. Alors les grands axes du plan quinquennal chinois, le 15e, ont été dévoilés en octobre, dernier. Le plan lui-même, doit être adopté, début mars 2026. Que dit-il de la stratégie de la Chine pour les 5 ans à venir sur cette question des technologies, d'énergie renouvelable, à la lumière de tout ce que tu viens de nous expliquer? Alors les grands axes du plan quinquennal, c'est, surtout sur la politique industrielle. Elle est vraiment, au cœur de ce plan, comme source de croissance. La Chine va chercher à moderniser, ses industries et aussi les verdir, donc on continuer, cette trajectoire. Donc un des gros enjeux dont on parlait, c'est la consommation intérieure. Est-ce que le plan quinquennal peut, proposer des mesures qui aident à relancer la consommation intérieure? La Chine cherche aussi à assurer une autonomie technologique, c'est-à-dire sur des technologies clés comme l'intelligence artificielle, la robotique, développer, des filières dans ces domaines, Mmh. et également concrétiser les déclarations, sur, la réduction, de la consommation de charbon, des déclarations de Xi Jinping, avec, on l'espère, des cibles de déploiement d'énergie renouvelable qui seraient plus ambitieuses. On espère avoir plus de transparence sur la transition énergétique chinoise. Une dernière question, sur, l'Europe dont on peut dire, qu'elle a eu un rôle de leader, depuis l'accord de Paris, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Comment se positionne-t-elle face à la Chine sur les questions climatiques et de transition? Alors pour moi, l'Europe reste quand même une des régions du monde, avec les objectifs, climatiques les plus ambitieux.
Ça reste une région qui est en position de leadership sur le climat. On l'a vu avec l'adoption de la nouvelle loi climat 2040, moins 90 d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même quelque chose qui est une transformation totale de l'économie et aucun autre pays s'est vraiment engagé dans cette voie. Mais en effet, en Europe, maintenant, on a des préoccupations géopolitiques, de sécurité économique, de compétitivité et les déséquilibres en termes de commerce et d'investissement avec les États-Unis et la Chine, ça pose vraiment problème. En fait, l'Europe risque de devenir une variable d'ajustement entre une guerre commerciale et une compétition féroce entre les Mmh. États-Unis et la Chine, donc c'est pas évident. D'un côté, la Chine a pris beaucoup d'avance dans la transition, ses produits peu chers s'imposent sur le marché et fait peser un risque sur l'industrie européenne. Mmh. Et d'un autre côté, on a la guerre commerciale de Trump qui a fait pression sur l'Europe et l'Europe s'est engagée à acheter plus de pétrole et de gaz américain, ce qui peut retarder sa transition et ses propres investissements. Donc c'est vraiment une double pression qui s'est construite progressivement du côté de la Chine, mais Mmh. aussi très brutalement Mmh. côté américain. Ça s'appelle être pris en tenaille. Pour conclure, est-ce que ça veut dire que ce grand leader, qu'est devenu la Chine est plus que jamais un partenaire absolument incontournable pour l'Europe? Pour l'Europe, la Chine, c'est un partenaire incontournable, mais c'est aussi une relation, difficile, surtout en termes économiques, qu'il faut aborder sans naïveté. Il y a des inquiétudes fortes pour les filières industrielles qu'il faut prendre en compte. Mais du fait, des émissions de gaz à effet de serre chinois, de leur poids, dans la transition énergétique mondiale, ça reste un partenaire à qui il faut parler, parce que maintenant ils sont en position de leadership sur certaines technologies comme les batteries et les filières européennes ont besoin, de ces technologies pour se développer. Et enfin, il faut parler à la Chine, parce que, notamment en Afrique, pour développer, l'accès à l'énergie, pour développer, des partenariats autour des politiques industrielles vertes, on a besoin des technologies, chinoises à bas coût et ça reste une des préoccupations de l'Europe aussi d'aider l'Afrique à profiter des opportunités de l'économie verte. Merci beaucoup Hélène pour cette, radiographie de la Chine, on pourrait dire ça comme ça, leader mondial de la transition, énergétique malgré tous ces paradoxes qu'on a évoqués, ensemble aujourd'hui. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que tu travailles sur les politiques climatiques à l'IDRI. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode en compagnie aujourd'hui d'Hélène Van Rossum. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'IDRI sur toutes les plateformes d'écoute et dans la newsletter de l'Institut. À très bientôt pour un nouveau cap sur la transition.